TF1. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion, le Bulletin F1. Je suis votre animateur Abdoussal et ceci est l'épisode numéro 5, aussi appelé épisode numéro Sébastien Vettel, car il s'agit du numéro de course de l'Allemand, quadruple champion du monde de Formule 1 entre 2010 et 2013, grand rival de Lewis Hamilton et peut-être un amateur de ping-pong. Au menu cette semaine, on parle du Grand Prix des Pays-Bas, qui reviendra dans le giron de la Formule 1 en 2020, ainsi que les projets de Liberty Media concernant l'expansion du calendrier dans les prochaines années. On va consacrer une partie de cet épisode sur McLaren, d'une de leurs nouvelles recrues et leurs plans pour le futur. Et on revient brièvement sur la deuxième manche de la W Series, ce championnat automobile 100% féminin dans notre segment En route vers la F1. Mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs, c'est un départ. Commençons par la nouvelle majeure de cette semaine, qui est l'officialisation du retour de la Formule 1 aux Pays-Bas. En effet, le 14 mai dernier, la F1 a annoncé que la discipline reine du sport automobile reviendra au pays en 2020 après 35 ans d'absence. L'épreuve aura lieu à Zandvoort, circuit hôte de cet événement entre 1952 et 1985. Le contrat liant les Pays-Bas et la Formule 1 est de 3 ans, donc jusqu'en 2022. On ne sait pas si la course sera disputée en mai, comme certaines sources le laissaient entendre, mais cela semble être logique pour certains. Est-ce que ce sera l'épreuve qui va remplacer l'Espagne comme prévu? C'est à suivre. Comme mentionné dans l'épisode numéro 3 de la balado-diffusion, la raison principale de ce retour s'explique en 2 mots, Max et Verstappen. La popularité du pilote néerlandais va fort probablement combler les sièges du circuit de Zandvoort, situé à une vingtaine de kilomètres à l'ouest d'Amsterdam, donc à peu près une trentaine de minutes. Parlant de Zandvoort, le circuit, dans sa configuration actuelle, mesure 4,307 km, comportant une longue ligne droite de 678 mètres, menant au célèbre virage Tarzan, une courbe relevée à droite. Il comporte 14 virages avec des dénivelés assez importants et des courbes rapides. Verstappen compare même ce tracé à celui de Suzuka au Japon. Ironiquement, les deux circuits ont été dessinés par le même architecte, John Hugenholtz. D'ailleurs, un virage est nommé en son honneur à Zandvoort. Aussi, comme la piste ne se trouve pas très loin de la mer du Nord, il se peut bien que le vent puisse amener du sable. Beaucoup de gens se questionnent en fait quant à l'étroitesse du tracé avec la nouvelle génération de Formule 1. Entre 1985 et 2020, les bolides ont énormément changé, donc on a peur d'avoir une course processionnelle comme on l'a vu à Barcelone la fin de semaine dernière. Il y a des pilotes comme Daniel Ricciardo de Renault et Sébastien Vettel de Ferrari qui ont des doutes concernant la qualité du spectacle en piste. Vettel, qui est un passionné d'histoire de la Formule 1, craint que le spectacle devienne un peu terne, car la piste de Zandvoort sera dénaturée. Le parcours est reconnu comme étant un tracé à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il y a du gravier aux abords du tarmac et les erreurs sont impardonnables. Or, cela pourrait disparaître aux dépens du goudron qu'on retrouve dans presque toutes les pistes du calendrier actuel de la Formule 1. Il faut noter que Zandvoort et ses infrastructures seront modernisées à temps pour l'épreuve, puisque la piste est actuellement en grade 2, qui est la cote pour tout circuit de la FIA, la Fédération internationale de l'automobile, et n'importe quel circuit qui veut accueillir la Formule 1 doit
passer sous le grade 1, donc les infrastructures très modernes, spacieuses qui peuvent accueillir non seulement des pilotes, mais aussi les pneus, le matériel, les motorhomes et évidemment le VIP, parce que c'est très important les VIP. Oui, le phénomène Verstappen, ou Vagoran si on veut utiliser un terme politique typiquement canadien, est un argument de taille pour ce retour, mais un des buts de Liberty Media est de garder ou de renouer avec les racines européennes du sport, tout en explorant de nouveaux lieux. Il faut que la Formule 1 redevienne populaire et en même temps attire de jeunes et de nouveaux fans. Entre 1952 et 1985, le Grand Prix des Pays-Bas a contribué à la mémorisation de quelques moments remarquables du sport. Par exemple, il y a eu la conduite à 3 roues de Gilles Villeneuve avec sa Ferrari en 1979. Il y a eu la première victoire de James Hunt en Formule 1 au volant d'une Hesketh en 1975 et la dernière de son grand rival, Niki Lauda, en 1985 avec McLaren. Tout ceci se mélange avec l'arrivée du Grand Prix du Vietnam dans les rues de Hanoï, la capitale du pays, l'an prochain. Le pays asiatique accueillera le grand cirque de la F1 pour la toute première fois de son histoire, pour si on exclut les démonstrations faites par Red Bull et David Coulthard en avril dernier. Donc, en 2020, on aura 23 épreuves, si on compte utopiquement, celles qui sont en fin de contrat en 2019. Rappelons-le, il y a 5 Grands Prix qui doivent négocier une nouvelle entente avec Liberty Media. Italie, la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Mexique et l'Allemagne. Dans le cas de l'Italie, c'est déjà réglé. La course devrait être de retour pour les 5 prochaines années jusqu'en 2024. Mais évidemment, ce n'est pas encore fait, mais il reste quelques petits détails. Et ce n'est plus qu'une question de temps pour la Grande-Bretagne aussi. Il reste encore quelques trucs à régler, mais la Formule 1 va revenir à Silverstone en 2020, à moins d'un avis contraire. Les cas problématiques, par contre, sont ceux de l'Espagne et du Mexique. J'en avais parlé il y a 2 épisodes. L'Espagne pourrait être remplacée par les Pays-Bas. Donc la course remplacée par les Pays-Bas. Honnêtement, ce serait pas une grande perte pour les amateurs de la F1 parce que, soyons honnêtes, on s'est bien ennuyé devant la tenue du Grand Prix espagnol. Une course processionnelle comme certains les aiment. Pas tellement. Quant au Mexique, et ça pourrait faire très mal, l'avenir de la course semble très incertain. En février dernier, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador avait annoncé son désir de retirer la subvention gouvernementale de 800 millions de pesos, ce qui est environ 56,2 millions de dollars canadiens, attribuée à l'organisation du Grand Prix en faveur d'un réseau ferroviaire de 1500 km traversant la péninsule du Yucatan. Personnellement, je trouve que ce serait une bonne chose car la mobilité d'une population à long terme est bien plus importante que la tenue d'un événement durant 3 ou 4 jours, même s'il a remporté le prix de la meilleure organisation aux yeux de la Fédération internationale de l'automobile pour une 2e année consécutive. En plus de vouloir explorer de nouvelles destinations, la Formule 1 a comme désir de retourner en Afrique. Oui, en Afrique. Actuellement, le championnat du monde se déroule sur tout le continent, sauf celui-là. La dernière course en sol africain fut en 1993 avec le Grand Prix d'Afrique du Sud qui a été disputé sur le circuit de Kialami. Retourner en Afrique du Sud serait une option, selon le directeur commercial de la Formule 1, Sean Bratches, mais il se pourrait bien que le Grand Cirque retourne aussi dans un autre pays du continent, le Maroc. En effet, la Formule 1 a tenu une course du championnat du monde dans la ville de Casablanca en 1958 sur un circuit urbain de 7,618 km. Or, si la discipline reine du sport automobile voulait retourner au Maroc, ce serait plutôt à Marrakech. La ville marocaine est déjà la terre d'accueil d'une épreuve de Formule 1
et du championnat du monde de voitures de tourisme, la WTCR, qui est sanctionnée par la FIA. La course aurait peut-être lieu sur une version allongée du circuit Moulay El Hassan, une piste semi-permanente, puisque actuellement la piste fait environ entre 2,5 et 3 km, et pour un circuit de grade 1, un circuit doit mesurer au minimum 3,5 km. Évidemment, la seule exception, c'est Monaco, parce que c'est Monaco, puis c'est prestigieux. Sinon, ce serait en Afrique du Sud, à Kialami, en faisant comme à Zandvoort, une amélioration des infrastructures, et ce qui serait probablement minimum 2021. Si, par exemple, on ajoutait les Pays-Bas, le Vietnam, les 2 épreuves africaines et un deuxième Grand Prix aux États-Unis, un rêve de Liberty Media depuis qu'ils ont racheté la Formule 1 en 2017, et qu'on enlèverait l'Espagne et le Mexique, nous aurions donc un total de 24 courses. On se rapprocherait du seuil espéré des propriétaires de la Formule 1, qui est de 25. Les équipes ne sont pas contre cette idée de 25 Grands Prix dans une saison, parce que cela va générer plus de revenus. Par contre, il faut que la décision d'ajouter de nouveaux Grands Prix soit amplement justifiée sur le plan du spectacle. Le directeur de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré à motorsport.com que l'équilibre qu'il faut trouver se situe entre la compréhension que la Formule 1 est un sport inspirant et glamour, et qu'avoir moins peut parfois être positif. Comme dans n'importe quelle décision, il faut de la créativité pour expliquer l'objectif de cela, ou qu'il s'agisse de courses très attractives visant de nouveaux marchés. Parce que, on va se le dire, c'est bien de découvrir de nouvelles destinations, mais encore faut-il que ce soit amplement justifié. Parce que il faut trouver de nouvelles destinations, mais aussi un nouveau public, de nouveaux fans, en faire une tradition. L'un des désavantages d'un futur calendrier à 25 courses, c'est la dépense. Qu'elle soit financière ou en matière de ressources humaines, il faut faire attention au déploiement du personnel d'une équipe de Formule 1 à la destination de la course. Dans le modèle économique actuel, la seule manière de faire augmenter les revenus, c'est d'ajouter des courses ou de les laisser au moins au même nombre. Donc, s'il faut vraiment un changement dans le futur, c'est dans le modèle économique. Parce que les écuries auront besoin de faire augmenter les revenus, et cela va signifier réduire les coûts, réduire la nécessité de dépenser pour être compétitif. Il faudrait tout d'abord réussir à faire accepter aux employés de partir encore plus longtemps de chez eux, ou avoir même les moyens d'engager du personnel supplémentaire pour soulager celui qui est déjà en place. Je pense aussi au cas de l'année dernière avec le programme triple entre la France, l'Autriche et la Grande-Bretagne. 3 courses qui se sont tenues sur 3 fins de semaine durant l'été, et même 5 courses durant la période estivale ont eu lieu sur 6 semaines. Un autre problème soulevé par les dirigeants d'écurie, c'est la place médiatique de la Formule 1 avec autant de courses. Il faut savoir garder cet équilibre entre quantité et qualité. Qu'il s'agisse de quelque chose de spécial, mais qui puisse aussi exister dans ce monde plein de contenus et de propositions en termes de sport. La Formule 1 doit s'assurer d'être différent dans cet espace et que les médias se concentrent sur ce sport et rien d'autre, par exemple. Par exemple, à 25 courses, si on a une saison similaire à celle de 2012, où on a plusieurs vainqueurs pendant la saison, et non 5 doublés consécutifs de Mercedes, là au moins, les médias sportifs ont de quoi parler sur ce qui se passe en Formule 1. Ça va générer un certain intérêt auprès d'un public, des néophytes, de ceux qui
qui va savoir c'est quoi en vrai la Formule 1 à l'extérieur de Netflix. Autre chose aussi, est-ce que cela voudrait dire réorganiser le calendrier en fonction de la position géographique? Possible. Parce que cela voudrait dire déplacer certaines épreuves selon la proximité des lieux. Ça voudrait dire par exemple que la Chine pourrait être la prochaine destination après l'Australie, une semaine après la tenue du rendez-vous d'An 2, pour assurer un déplacement plus simple, facile et moins dispendieux que par exemple commencer la saison en Australie, ensuite on retourne à la maison et ensuite on se prépare pour aller au Bahreïn. Alors que si on fait Australie du premier coup et ensuite on s'en va en Chine, alors là on va tout simplement emballer tout l'équipement et on envoie ça à Shanghai. Évidemment, si Liberty Media veut faire ça, puis ça c'était un de leurs buts de, disons, réorganiser le calendrier en fonction de la géographie, des régions, il faudra éviter les clashs entre les événements sportifs majeurs, comme par exemple le Grand Prix de Grande-Bretagne et la finale masculine du tournoi de Wimbledon au tennis la même journée. Ça a été le cas pendant plusieurs années. Le Grand Prix de Grande-Bretagne qui commençait, puis je pense 1 heure ou 50 minutes plus tard, tu avais le début de la finale masculine. Donc, ça devenait compliqué pour les amateurs de s'intoniser de chaîne, faire du picture par picture pour regarder qui est en train de mener la course, qui est en train de mener un set au tennis. L'autre chose aussi, c'est de éviter de placer des épreuves à des périodes où les conditions météorologiques sont souvent incertaines, comme de placer le Grand Prix du Canada en octobre ou en novembre dans le but de réunir les courses nord-américaines, parce qu'on ne sait jamais, il peut neiger. Il a neigé en Belgique lors des 6 heures de Spa. Il y a eu un mélange de pluie, de neige, de grêle et de soleil. Tout ça en 6 heures. Donc, et pourtant, c'est en mai. Donc, ça peut bien arriver ici à Montréal en octobre ou en novembre si on décide de placer, par exemple, le Grand Prix du Canada avec celui des États-Unis ou de la deuxième course aux States ou bien même au Mexique. Ce serait très difficile. Et en plus, quand on parle de clash majeur, ce serait aussi un clash médiatique parce que la saison de hockey avec le Canadien de Montréal aura déjà commencé. Puis tu parles de Formule 1 qui généralement amène un engouement. Donc ce serait compliqué. Puis la Formule 1 serait perdant puisque le hockey domine sur n'importe quel sujet sportif au Québec. Bref, Liberty Media aura tout un dilemme pour les prochaines années dans leur objectif de globalisation du sport avec un calendrier à 25 courses. Passons maintenant à notre deuxième sujet, une écurie qui semble s'améliorer comparée aux dernières saisons. On parle de McLaren, actuellement 4e au classement des constructeurs avec 22 points. L'écurie anglaise a fait parler d'elle non seulement en Formule 1, mais aussi en IndyCar. Avant d'évoquer la série nord-américaine, parlons de la F1. Lors du Grand Prix d'Espagne, McLaren comptait sur une nouvelle recrue qui a pu faire ses débuts officiellement avec le clan. Qui est-il? Il s'agit du directeur sportif, l'Allemand Andreas Seidl. Seidl possède une grande expérience en course automobile. Il a fait ses débuts avec BMW lorsque le manufacturier allemand s'impliquait en Formule 1 entre 2000 et 2009. Seidl avait commencé avec Williams, qui était muni d'un moteur BMW, pour se retrouver ensuite avec BMW Sauber, quand elle avait racheté les parts de l'équipe de Peter Sauber. Quand la marque bavaroise a cessé ses activités en F1, il est resté associé à la compagnie, en devenant responsable des opérations DTM, le championnat allemand de voitures de tourisme, lorsque, entre autres, BMW est revenu dans cette compétition en 2012. En 2013, il a rejoint Porsche, qui se préparait en
a entré en LMP1 pour le championnat du monde d'endurance, la WEC, de 2014. Le constructeur allemand a fait un retour dans la catégorie triomphant. Lors du règne de Seidl, Porsche a remporté les 24 heures du Mans à 3 années consécutives, entre 2015 et 2017. 2015, ce fut avec un certain Nico Hülkenberg au volant. Quand la firme a décidé de se retirer de la WEC en 2017, Seidl s'est occupé du projet de Formule 1, catégorie dans laquelle Porsche évoluera dès la saison prochaine avec Mercedes. Il a signé avec McLaren au mois de janvier, mais le transfert fut effectif dès le 1er mai, un peu comme un soccer avec le marché des transferts. En quoi Seidl est important pour McLaren? Il va superviser l'équipe lors des Grands Prix et sera en discussion permanente avec les membres de la Formule 1 et les partenaires de l'écurie, les commanditaires. L'homme de 43 ans est très polyvalent. Lorsqu'il était chez Porsche, il s'occupait de l'organisation de l'équipe, des stratégies de course et des projets commerciaux. Donc, il occupait 3 rôles en général en un. Donc, c'était un 3 en 1 en fait qu'il faisait avec Porsche. Le VP, le vice-président de Porsche Motorsport, Fritz Enzinger, a qualifié Andreas Seidl de tacticien. Tel un joueur d'échecs, il analyse toutes les prévisions possibles afin d'obtenir une réponse instantanée. En arrivant chez McLaren, il pourrait donner des conseils à l'écurie sur la manière de travailler à l'allemande, souvent réputée pour son efficacité sans reproche. Parlez-en Mercedes, entre autres. Il veut aussi garder la bonne dynamique déjà établie par les nombreux changements effectués par Zak Brown, le PDG de McLaren, l'an dernier. L'objectif de Brown est de voir son écurie retourner sur la plus haute marche du podium d'ici 2 à 10 ans, ce qui est un objectif quand même réaliste. Or, avec un tacticien comme Seidl à la barre d'une équipe dont la progression est existante depuis la rupture avec le motoriste Honda, il y a une lueur d'espoir pour la firme établie à Woking en Angleterre. Son poste de directeur général en F1 est nouveau chez McLaren. Il a été créé en se basant du rôle de responsable de la compétition occupé par Éric Boulier entre 2014 et 2018 et par Gilles Deferrand en juillet 2018. Avec l'arrivée de Seidl, Gilles Deferrand peut désormais s'occuper de la participation de Fernando Alonso aux 500 000 d'Indianapolis. L'expérience acquise par Seidl avec BMW en F1 et en DTM, ainsi que ses nombreux succès en endurance avec Porsche seront très utiles, mais attendez-vous à une certaine adaptation dans le giron britannique. Chose certaine, il n'y aura certainement pas de clash entre la manière de travailler à l'anglaise et la manière de travailler à l'allemande. De Woking, passons maintenant à Indianapolis. Cette fin de semaine, McLaren Racing, le nom de l'écurie pour cette compétition, et Fernando Alonso ont tenté de se qualifier pour la 103e édition du Indy 500. Malheureusement, il n'est pas parvenu à réussir cet objectif. Il s'est qualifié 34e, pas très loin d'une place sur la grille de départ. Puisque, en effet, les 33 pilotes les plus rapides seront ceux qui vont former la grille de départ des 500 000 d'Indianapolis qui auront lieu dimanche prochain. Sa deuxième présence sur le Brickyard a tourné à gauche. Rappelons-le, il avait tourné à droite sur le circuit routier du Indianapolis Motor Speedway entre 2001 et 2007, et plus difficile que sa première en 2017. L'Espagnol, roulant avec les mêmes couleurs que la McLaren MCL 34 en F1, a eu un accident lors des essais durant la semaine. Heureusement, il s'en est sorti indemne. Par contre, les temps autour sont complètement mitigés. Samedi, à travers de nombreux réglages
Alonso s'est classé 31e sur 36 voitures prenant part à la première manche des qualifs. Les 30 premiers obtiennent automatiquement leurs billets pour la course du 26 mai. Pour les autres, pour les positions 31 à 36, ils devront participer au Bump Day, qui déterminera qui obtiendra les dernières places sur la grille de départ, donc les positions 31, 32 et 33. Imaginez, c'est une énorme déception qu'Alonso ne participe pas aux 500 000 d'Indianapolis. Il est passé de prétendant sérieux à la dégustation du lait du vainqueur en 2017 à être quelqu'un qui était menacé de rentrer à la maison plus tôt que prévu. Il faut préciser que McLaren s'est associé avec Andretti Autosport en 2017 et cette année avec Carlin. Or, les ressources de ces deux équipes sont différentes. Andretti, dirigé par Michael Andretti, est l'une des meilleures équipes en IndyCar, tandis que Carlin s'est inscrit au programme nord-américain en 2017. Carlin a plusieurs pions. Ils sont en Formule 2, ils sont dans les séries juniors et récemment se sont inscrits en endurance dans la European Le Mans Series. Le Indy 500 de cette année est la dernière course d'Alonso avec la firme McLaren. Cependant, Zak Brown assure que le partenariat entre le double champion du monde de F1 et la marque privée n'est pas terminé. Lors du Grand Prix d'Espagne, le PDG de McLaren a affirmé que le contrat avec Nando dépasse les 500 000 d'Indianapolis. Rappelons qu'Alonso sert d'ambassadeur, de conseiller et de pilote d'essai pour le clan F1. Il a d'ailleurs même testé le châssis de 2019 après le Grand Prix de Bahreïn. Verra-t-on les couleurs papaye et bleu sur une saison complète en IndyCar? Là est la question. Depuis quelques mois, voire même plus d'un an, Zak Brown a discuté avec pratiquement toutes les écuries du championnat nord-américain concernant un partenariat ou bien même un rachat d'une équipe. Celle qui semblerait être sous les projecteurs est Schmidt-Peterson Motorsport, équipe qui comporte les pilotes Marcus Ericsson, qu'on a bien connu en Formule 1, et les Canadiens James Hinchcliffe et Robert Wickens. En attendant que Wickens guérisse de ses blessures, il va retourner au volant de la SPM. Même si McLaren et Schmidt-Peterson Motorsport ont le même commanditaire, Arrows Electronics, Sam Schmidt, copropriétaire de l'écurie, a confirmé au quotidien IndyStar que sa propriété n'est pas à vendre et que la rumeur venait d'un ancien employé. Pourtant, Schmidt et Rick Peterson, l'autre propriétaire, ont contribué à la signature du contrat entre Arrow et McLaren qui a été dévoilé lors du Grand Prix d'Espagne. Mais cela ne veut pas nécessairement dire que le clan britannique tentera sa chance avec SPM dans un futur proche. S'associer avec une équipe actuelle d'IndyCar est beaucoup plus facile que d'en créer une de toutes pièces, car on obtient tout l'équipement nécessaire pour concevoir un châssis et être prêt pour la prochaine saison, peu importe les résultats. Le mois dernier, après le Grand Prix de Long Beach en IndyCar, Zak Brown a mentionné qu'il fallait que ce soit rentable de placer ses pions en F1 et en IndyCar en même temps, avec probablement l'option d'ajouter le championnat du monde d'endurance à leur programme, si évidemment les projets de l'hypercar, la voiture qui remplacerait les LMP1, seraient beaucoup moins chers que prévu. Si le plan IndyCar devait fonctionner, on pourrait avoir 2 monoplaces sur la grille de départ pour au moins la saison 2020 ou bien même 2021. En attendant, McLaren se débrouille assez bien en F1 avec Carlos Sainz et Lando Norris au volant de leur monoplace. Il est maintenant temps de passer au segment en route vers la Formule 1. Cette semaine, il n'y a peut-être pas eu de course de Formule 2 et de Formule 3, mais il y avait la W Series ce samedi. C'était la deuxième manche de la saison
Sur un autre circuit conçu par John Hugenholtz, celui de Zolder en Belgique, qui a accueilli quelques grands prix de Formule 1. Lors des qualifications, la meneuse au championnat, la Britannique Jamie Chadwick, a obtenu la pole position. Cependant, elle a dû trimer dur, étant donné que la Néerlandaise Bijtske Wisse l'a talonnée au chrono. En course, sur un format de 30 minutes plus un tour, Wisse a réalisé un meilleur départ que Chadwick et a pris les commandes de la course. Pourtant, à l'arrière, un commissaire de piste a brandi le drapeau vert beaucoup trop tôt, alors que la voiture de Sarah Bovy n'était pas encore placée sur la grille de départ. Comme un malheur n'arrive jamais seul, le moteur de la Belge a pris feu au moment du départ et cela a causé l'intervention immédiate de la voiture de sécurité. Si Wisse ne fut jamais inquiété devant, Chadwick dut résister aux attaques de sa compatriote Alice Powell, beaucoup plus expérimentée qu'elle. Cette dernière la dépassa avant que la détentrice de la pole position ne reprenne sa deuxième place. C'est donc Bijtske Wisse qui remporta la ronde 2 de la W Series 2019 devant Chadwick et Powell. Ce n'est pas la première présence de Wisse à Zolder, contrairement à tout le reste du plateau. La Néerlandaise de 24 ans avait participé à la saison 2018 de la GT4 européenne au volant d'une BMW M4 GT4. Au classement des pilotes, Jamie Chadwick conserve le premier rang avec 43 points et Wisse la suit avec 37 points. La prochaine épreuve aura lieu à Misano, en Italie, les 7 et 8 juin prochains. Elle aura lieu en plein Grand Prix du Canada, 7e manche du championnat du monde de Formule 1, une discipline qui était intéressée à accueillir la W Series. En effet, le directeur commercial de la F1, Sean Bratches, a confirmé avoir eu des discussions avec les organisateurs de la série 100% féminine afin que cela soit une course de soutien pendant les fins de semaine de Grand Prix. Le problème est que la W Series est incompatible avec le calendrier du Grand Cirque de la F1. En vérité, on aurait même pu voir ce championnat comme course de soutien du premier Grand Prix de la saison en Australie en mars dernier, une information qui a été révélée par David Coulthard, un des membres fondateurs de la série. La F1 court généralement sur un grand nombre de circuits européens avec les championnats FIA de la Formule 2 et de la Formule 3, qui sont deux championnats entièrement gérés par Liberty Media, mais aussi la Porsche Super Cup. Donc, c'est difficile pour la W Series de trouver sa place au milieu des championnats existants. Mais en attendant, elle doit se contenter d'être la course de soutien de la DTM, le championnat allemand de voitures de tourisme, ce qui n'est pas une mauvaise chose puisqu'il s'agit là d'un championnat assez relevé. Et finalement, prenons le temps de féliciter Billy Munger, qui a remporté sa première victoire en monoplace en plus de 2 ans. Le jeune Britannique a gagné le Grand Prix de Pau en France, couru sous la pluie. Lors de cette manche de l'Euro Formula Open, une série Formule 3, Munger partait 11e, mais décida de rentrer au stand pour chausser les pneus pluie après le premier tour. Ressorti en 3e position, la pluie devint plus intense. Et c'est par poignée de secondes au tour que Billy Munger entame sa folle remontée lorsqu'il se retrouva 3e. Il se dirigea vers la tête de la course pour aller challenger Julian Hanses et le meneur Liam Lawson, 2e. Et à la suite d'une attaque improbable de Lawson sur Hanses, les deux coéquipiers finissent par abandonner et les deux se retrouvèrent dans le mur de pneus. Donc, 2 ans après avoir été victime d'un grave accident à Donington où il avait été heurté par la voiture du Finlandais Patrick Pasma, nécessitant l'amputation de ses 2 jambes, et 1 an après son retour à la compétition, Munger revient sur la plus haute marche du podium. Toutes mes félicitations, Billy.
Ah ben j'ai le temps pour un autre sujet. Tiens, on va parler d'un commanditaire qui fait beaucoup parler de lui depuis le début de l'année, et il s'agit de Rich Energy. Rich Energy est une marque anglaise de boissons énergisantes similaire à Red Bull qui fut créée en 2015 par William Storey, un homme qui possède une barbe aussi longue que celle des membres du groupe rock ZZ Top. La première fois qu'on a entendu parler de Rich Energy fut en 2018, lorsque la marque tenta de racheter Force India. Au moment où Sergio Perez plaça l'écurie indo-britannique en administration judiciaire, Storey et son groupe tenta d'acheter les parts détenant à Vijay Mallya, proprio de ce qui deviendra Racing Point. Malgré le fait que Force India devienne une propriété d'un consortium dirigé par Lawrence Stroll, le père de Lance, Rich Energy est parvenu à rester dans le giron de la Formule 1 en signant un contrat de partenariat avec l'écurie Haas. La boisson énergisante deviendra le commanditaire officiel de l'équipe dirigée par la star de Netflix, Gunther Steiner. Cela explique pourquoi Haas est passé des couleurs blanches, grises et rouges pour le noir et or. Cette semaine, Rich Energy s'est retrouvé dans les nouvelles de la Formule 1 pour un problème judiciaire. La firme anglaise a perdu un procès face à White, une compagnie de vélos, en raison de litiges sur le logo retrouvant sur les canettes de Rich Energy. Ces derniers utilisent depuis 2015 un logo qui est, selon un verdict juridique, une copie des fabricants de VTT britanniques. En effet, si vous regardez le logo de Rich Energy, il y a ce qui ressemble à un cerf avec des branches supplémentaires à ce qu'on retrouve sur celui de White. La juge Melissa Clark, en charge du dossier, explique son verdict. « Je n'accepte pas M. Storey et M. Kelly, le représentant de l'entreprise StaxoWeb Limited à l'origine du logo Rich Energy, comme des témoins crédibles et fiables. Je traite leurs preuves avec un haut niveau de mise en garde. La juge suggère même que ces deux messieurs avaient peut-être menti sur la méconnaissance du logo de White. Cela veut donc dire que Rich Energy n'a plus le droit d'utiliser ce logo sur n'importe quel support, donc les canettes, les deux Haas et tout produit dérivé appartenant à l'écurie américaine. M. Storey a annoncé que la compagnie portera la cause en appel. Il se peut fortement qu'on voit les deux Haas VF19 bien différentes pour le Grand Prix de Monaco. Mais attention, ce n'est pas la première fois que l'univers de la F1 est touché par une poursuite concernant un logo. Dévoilé lors du Grand Prix d'Abu Dhabi, le nouveau logo de la Formule 1 s'avère avoir des similitudes avec Futuro, une marque qui appartient à la société 3M. Aux dernières nouvelles, l'affaire est toujours en cours sans qu'un jugement ait été prononcé. Et pour ajouter l'insulte à l'injure, Whitebacks a tweeté une photo de Romain Grosjean sur un de leurs vélos en 2014 avec le hashtag Who's Ever Heard of White, un clin d'œil au propos de Storey disant ne pas connaître cette marque de vélo. Comme bourde, il y en a deux qu'on retient de Rich Energy. Celle de tweeter qu'ils étaient plus rapides que Red Bull lors des premières journées d'essais privés durant l'hiver, alors qu'on sait tous que ça ne veut rien dire, et cette histoire de logo. Bienvenue en Formule 1, Rich Energy. Alors c'est tout pour l'épisode numéro 5, ou épisode Sébastien Vettel. La balado-diffusion sera disponible sur ces plateformes suivantes: Balado Québec, Apple Podcast, Google Play Music, Spotify, Stitcher, TuneIn et SoundCloud, et elle se retrouvera en plus sur notre site web bulletinf1.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter à Le Bulletin F1, LEBULLETINF1, et sur Facebook à facebook.com/bulletin F1.
La semaine prochaine, on reviendra sur la fin de semaine prestigieuse de la course automobile, le Grand Prix de Monaco et le Indy 500, même s'il n'y aura pas Fernando Alonso. Et comme toujours, je serai accompagné de Brian Ouimet, mon co-animateur préféré. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 6. On continue toujours de rouler avec le bulletin F1. Salut tout le monde et à la semaine prochaine!